Le fond seul, parfois, suffit, hein. Mais c'est mieux avec la forme. Oui, on est d'accord. Bon, bah voilà. Une douce énergie, voilà comment on pourrait qualifier Yumi Fujimori. La fantaisiste et versatile Sandra Oh, les sublimes Maggie Q et Michelle Yeoh, en passant par la talentueuse Ming-Na Wen, que Yumi a pu suivre sur la série Urgence ou encore le film d'animation Final Fantasy The Spirit Within. Ensemble, nous avons par exemple fait Wynne, la Gandalf de Dragon Age Origins, ainsi que Idea, l'IA du Normandie dans Mass Effect. Avec Yumi, nous parlons de la relation à l'autre, de ses liens au pays de ses origines, le Japon, de son attachement au texte, notamment à la poésie qui lui a servi de refuge. Yumi, qui a travaillé toutes les dimensions musicales des mots, dit « La voix, c'est l'émanation d'un être ». Ainsi, nous nous aventurons à explorer l'identité de la voix, vecteur de texte et élément qui vieillit le moins rapidement. Et c'est parti jusqu'au bout de la nuit. Ok, allez. Mais tu fin prête. Oui, et j'ai même préparé une question. T'as une Un question? contre-interrogatoire. Oh merde. T'es la première à me faire ça. Écoute, je te faisais confiance, Yumi. Comment tu peux me faire ça? Bon, allez, c'est parti. Mathieu Colna, quel est ton mystère? C'est quoi le mystère? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé Qu'est-ce qui m'a motivé à à faire cette faire émission? ces interviews? Ouais. Parce que quand même, tu en as fait un certain nombre, 114 tu m'as dit. Ouais. C'est très impressionnant. Donc, comme je t'ai dit, c'est super ce que tu as mis en place parce que c'est très simple, c'est beau tout simplement. Et puis effectivement, il y a une qualité d'échange pour ce que j'en ai vu. Hein. J'ai pas tout vu. Hein. T'as pas tout vu, Yumi. Tu sors d'ici et tu vas voir tous les épisodes. Mais franchement, Merci, enfin, je veux dire, c'est ça qui ressort, c'est la qualité des échanges et ça, en fait, j'y réfléchis. Ouais. Et ça, enfin, bon, réfléchis juste comme ça en regardant. Ouais. Ça brosse un peu ton portrait en creux. Ah, ok. Oui, parce que, comment dire, c'est fin. Ok. C'est juste. Enfin, je veux dire, et ça témoigne de ta curiosité, en fait, tout simplement, Que j'ai pas toujours eu. Ah oui? Justement, c'était une des choses, tu vois, quand j'ai commencé à devenir curieux, je me suis dit comment je peux faire aussi. Et en fait, tout simplement, en faisant des journées d'enregistrement avec des gens dans ton genre, et puis pendant les pauses clopes, je voyais qu'on avait des conversations intéressantes, et je me disais, il y a des gens qui ont vécu quand même des choses hyper intéressantes qu'on ne soupçonnerait pas derrière ces fameuses voix. Et ces voix ont une personnalité, ont une histoire, et une histoire parfois riche et bien plus surprenante qu'on pourrait l'imaginer. Et j'avais fait il y a une dizaine d'années c'était sorti dans un magazine espagnol, je crois, barcelonais, une série de portraits où je prenais comme ça, j'avais appelé ça le portrait fait en 30 secondes, où pendant les pauses déj, j'avais mon appareil photo et je prenais je prenais le portrait du comédien avec lequel je travaillais. Et j'essayais de le prendre le plus rapidement possible. Et puis voilà, j'avais 30 secondes pour faire un portrait. C'était le concept, parce que c'était pendant les pauses déj, pendant les pauses clopes, et pendant la journée de travail. Donc je voulais pas que ça prenne non plus trop longtemps, et donc c'est devenu le concept. Et puis j'ai commencé à mettre ça sur Facebook, et puis les gens ont commencé à commenter, à dire que c'était sympa, que c'était voilà. Finalement, DVTI, ce n'est que l'extension de ces portraits, parce que ça reste des portraits en noir et blanc. C'est juste qu'aujourd'hui, les portraits, ils sont animés et ils racontent des choses. Mais les portraits, même en photo, ça raconte toujours des choses. Tu vois? Oui, là, tu viens de m'expliquer le pourquoi. Ouais. Enfin, le comment, plutôt. Ok. Comment c'est arrivé. Mais c'est ce qui me surprend, en fait, c'est cette curiosité que tu as. Elle est motivée par quelque chose. En général, quand on est curieux de quelque chose, c'est qu'on a besoin de savoir certaines choses, de percer certains mystères. Enfin voilà, donc tu m'as partiellement répondu. Okay. Et je voulais savoir en fait ce qui
pourquoi tu es curieux de nous, c'est-à-dire, j'ai cru comprendre qu'il y avait que des comédiens de doublage. Non, pas que. Hein. Ah bon, d'accord. Ouais. Il y a aussi j'ai fait des journalistes, on a parlé de podcasts, j'ai fait une mannequin, on a parlé de mode, j'ai fait des musiciens, j'ai fait des humoristes pour la 100e, j'ai fait un réalisateur de cinéma, j'en aurai, Inch'Allah, bientôt un 2e qui va venir. Non, au contraire, j'essaie d'ouvrir un peu. Et d'accord. Après, les comédiens de doublage, forcément, je nage dedans toute la journée. Oui. Et je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés pour les découvrir. Et puis, mon travail, c'est aussi de les montrer sous une lumière inédite et puis la plus vraie possible, en fait. Tu vois ? Sans fioriture, sans coupage, sans montage, sans chichi, c'est pas eux qui incarnent un personnage. Enfin, c'est eux-mêmes. Voilà. Et mon travail, c'est essayer d'aller au-delà du masque du comédien pour aller effleurer l'humain qui est derrière. Est-ce que ça répond un peu mieux à ta question ? Oui. Oui, c'est bon, t'es satisfaite ? Tu veux qu'on échange de place ? Mais tu as des velléités de cinéaste, en fait, de créateur d'images. Toujours, oui, évidemment. C'est ça. Ça fait partie de moi. Oui, c'est ça. Je sais pas si tu le sais, mais j'avais fait une école de cinéma. Non, je savais pas. Après, Ou peut-être j'ai oublié. Après l'école et le lycée. Et oui, ça fait partie intégrante de qui je suis. Et j'ai besoin de créer, j'ai besoin de raconter des choses, ouais. C'est chouette. Bah merci. On va passer à toi ? Oui. T'y couperas pas ? Ce qu'on aime chez Yumi, c'est sa zen attitude. Quand elle arrive, on sait qu'on va oublier nos soucis, passer un bon moment. Dehors, oust l'anxiété et les tracas. Quel est son secret ? Tu manges du bon au petit-déj, c'est ça ? Dis-nous tout. C'est drôle parce qu'effectivement, beaucoup de gens pensent que je suis zen. Et en fait, c'est une tempête à l'intérieur ? Non, peut-être pas une tempête, mais c'est une négociation permanente. Ah oui. Intérieure, effectivement. C'est un équilibre. Oui, c'est un exercice d'équilibre permanent. Je pense que tout le monde le vit comme ça aussi, dans une certaine mesure, hein, évidemment, plus ou moins, selon certaines personnes. Mais en tout cas, chez moi, c'est assez prononcé. Okay. C'est vraiment un exercice d'équilibriste pour tout. C'est-à-dire aussi bien dans ma vie personnelle que dans la vie professionnelle, tout. C'est... Je sais pas, je le vis comme ça. Okay. Donc c'est sans arrêt... je passe beaucoup par l'analyse, mais parfois on n'a pas le temps dans la vie d'analyser ce qui se passe vraiment. Mais j'ai mis en place forcément avec le temps des outils pour décrypter ce qui se passe. Donc j'essaye de m'ajuster, de m'adapter. Et puis, oui, c'est un travail permanent. Et quand tu parles d'analyse, c'est l'analyse du monde extérieur, ce qu'il y a autour de toi, ton environnement ? Oui, parce que finalement, si je peux résumer les choses, je ne sais pas si beaucoup de monde perçoivent les choses comme ça, mais je suis toujours dans un sentiment d'insécurité. D'accord. C'est permanent dès lors que je rencontre d'autres personnes. Donc forcément, c'est un enjeu permanent, justement, de m'ajuster, de m'adapter, de faire en sorte que les choses soient agréables, bien sûr pour les autres, mais aussi pour moi. Et donc, oui, c'est un vrai boulot. Un sujet d'inquiétude ? Sujet d'inquiétude, oui, forcément, parce que, comment dire, je me sens en permanence menacée. Mais ça, ça vient de la petite enfance, hein, tu vois, je vais pas m'allonger ici. Ok. Mais c'est vrai que je suis pas facilement dans l'échange et la rencontre. J'aurais plutôt tendance au repli, à l'enfermement, justement pour éviter la difficulté. Ouais. Mais j'ai conscience que la richesse de la vie, c'est ça, c'est la rencontre.
c'est c'est l'échange. Donc je suis prise entre toujours ces deux feux qui font que je me protège et en même temps, faut pas trop se protéger. Voilà, faut y aller. Voilà, c'est une négociation permanente en fait. Donc tu sais tout sur sur mon fonctionnement intérieur. Ce qui est bien, c'est que tu t'es parfaitement consciente que la richesse et le sel de la vie, c'est les autres, enfin vient des autres et de la relation que tu peux avoir avec et que la difficulté, c'est qu'il faut savoir se accepter un certain lâcher prise, parce que c'est-à-dire de confier à l'autre en face ta sécurité. Là, tu parles d'une sécurité physique, mentale, morale, et de ne pas avoir toutes les clés en main, pas avoir, voilà. Bien sûr. Elle est là, la difficulté. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, et c'est aussi pour ça on parle, c'est limite une obsession dans le monde moderne de développement personnel. On parle beaucoup de développement personnel. Mais le développement personnel, c'est bien. Je le renie pas, et moi-même, je pratique à petite échelle. Mais ça reste un travail sur sa petite personne. Et le vrai intérêt de la vie, c'est au contraire d'aller au contact des autres, de l'autre. Sûr. C'est aussi l'un des objectifs de ce podcast, en fait, pour moi en tout cas, qui manquait de ça, qui manquait de ce contact vers l'autre. Et je me dis, tiens, je vais créer un prétexte hebdomadaire pour passer un moment privilégié avec quelqu'un que je connais, que j'apprécie la plupart du temps. Et voilà, tu vois, ça fait aussi partie de ta question. Des petites combines. Mais comme tu dis, c'est pas toujours facile parce qu'il faut aussi Là, j'ai l'air de faire le malin parce que je suis derrière la caméra, on m'entend mais on me voit pas. Mais comme tu dis, je me dévoile beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire de prime abord, en fait, surtout au bout de plus de 100 épisodes. Je pense que les gens qui ont vu la plupart des épisodes commencent à me connaître quand même un petit peu. Voilà. Donc, c'est pas évident de se mettre, pas complètement à nu, mais de s'exposer, tout simplement, quand même bien plus que ce qu'on pourrait prétendre. Dans mon enfance, pieds nus et en chaussettes, on marchait sur de la moquette. C'était tout doux. Quand on discute avec Yumi, c'est un peu pareil, mais sans les acariens. Je suis persuadé que si on était tous un peu plus comme toi, il n'y aurait plus de guerre. Donc, ça va être mon vœu pour la nouvelle année, je pense, en fait. Qu'on soit un peu plus comme toi, Yumi. Parce qu'on enregistre là juste avant la fin d'année, mais cet épisode sera diffusé au début d'année, donc c'est pour ça que je parle de vœux. Quel rapport entretiens-tu avec le Japon ? C'est une relation très complexe. Pendant très longtemps, j'ai ignoré le problème, c'est-à-dire que j'ai toujours prétendu que j'étais française, que je suis née en France. Donc, je suis de culture française, je suis attachée à la culture française. Mieux, j'adore les œuvres littéraires françaises en particulier. Donc, oui, j'avais besoin d'être pleinement associée à cette culture parce que j'ai beaucoup souffert, étant jeune, du racisme. Et donc, je rejetais tout à fait l'image que je pouvais projeter d'emblée, parce qu'évidemment, c'est inscrit sur mon visage que je suis, enfin, pas forcément japonaise d'ailleurs, ça se devine pas forcément pour tout le monde. En tout cas, globalement, j'étais d'un continent asiatique. Et donc, oui, c'est compliqué. C'était très compliqué. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails. Pas forcément. Je veux pas rentrer. Je veux pas te. Tu vois, tu racontes que ce que tu veux, que ce soit bien clair. Hein. Mais est-ce que t'as un peu, encore une fois, sans forcément entrer dans les détails, t'as eu l'impression de vivre en étrangère dans ton propre pays ? Non, pas jusque-là. Pas jusque-là, mais non, parce que comme j'étais quand même complètement... Mais ce sont mes parents qui sont venus en France par amour de la littérature française. Oui, mon père était, interprète, et il était professeur ensuite au Langso. Ma mère était spécialiste de japonais classique. Ce sont des lettrés, quoi. Et ils sont venus en France, je crois, en 1957.
Et je suis née en 58. Zut. Ok. Donc oui, en fait, donc je suis née à Paris en plus. Donc je répliquais très facilement que j'étais parisienne. D'accord. Et voilà, donc du coup, j'ai C'est une super toute... belle histoire en fait. C'est des Japonais qui tombent amoureux de la France. Oui, oui, oui. Et C'est ben, génial. c'est-à-dire à l'époque, il y avait pas beaucoup de Japonais qui faisaient ce choix de vivre en France. Et ils ont été de ce fait très bien accueillis. D'autant que la culture japonaise était plutôt bien perçue à l'époque, ce qui n'est pas le cas de toutes les cultures moins connues. Euh, le Japon, je sais pas pourquoi, enfin non, je sais pourquoi, mais oui, bénéficie d'une aura, d'un prestige particulier. Donc, je suis née donc de cette histoire, du souhait de mes parents de venir s'installer en France, à Paris, et, et ils ont vraiment voulu qu'on s'intègre pleinement. J'ai un frère et une sœur qui sont nés après moi. Et donc, comment expliquer ça? J'étais pleinement intégrée parce que j'ai été à l'école, au collège, au lycée, etc. Mais j'étais facilement, très souvent rejetée. C'est-à-dire que euh, les enfants sont parfois cruels entre eux. Ouais, ils sont souvent cruels. Tu peux enlever le parfois, hein, je crois. Hein. Et donc, toute différence est Ouais. Oui. stigmatisée, les personnes qui sont identifiées comme différentes sont rejetées souvent. Donc, je me suis vraiment construite par rapport à ce rejet. C'est-à-dire, euh, ça a Dans la été... méfiance de l'autre. Oui, c'est-à-dire que ça a été une véritable souffrance, tout simplement, Ah, hein, on peut j'imagine. Ouais. dire, et quotidienne. Enfin, c'est pas juste de temps en temps. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose qui marque beaucoup parce que ça se passe très tôt, Ouais. très jeune. Donc moi, je me suis construite par rapport à ça avec j'ai mis en place toutes sortes de barrières, Ouais. toutes sortes de protections. J'ai longtemps vécu dans un bunker. Ok. Et dans ce bunker, j'ai amassé des trésors. Voilà, donc de la poésie, de la littérature, toutes sortes de choses comme ça, qui m'ont vraiment aidé et qui m'ont permis de survivre. Parce que ce que je cherchais, c'était finalement de la beauté dans tout ça. C'est ce qu'on cherche quand on est, disons, artiste-interprète, mais artiste, c'est la beauté. Donc c'est par les textes que tu es venu Oui, 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 c'est par les textes à que la je suis comédie. venue au théâtre Ouais. et que j'ai voulu devenir comédienne. Parce que euh, dans ma petite cabane ou bunker, je trouvais forcément beaucoup de réconfort dans tout ce que je pouvais lire. Les poètes expriment très très bien, enfin, de façon tellement belle, des choses dures, enfin, le désespoir, la souffrance, etc. Mais ils le font avec des mots et une façon qui fait que ça touche l'âme et ça éveille le sentiment de ce que c'est que le beau. Mmh. Parce que quand on voit un poème magnifique, magnifiquement écrit, ça touche tout simplement. Ouais. Donc oui, c'était ça, ces découvertes, toutes ces découvertes de textes qui m'ont permis de survivre, je veux dire, à plus ou moins à cette hostilité. Peut-être que je n'étais pas bien armée non plus pour y faire face. J'aurais pu trouver des subterfuges, mais ce n'est pas mon histoire, je n'y suis pas arrivée. Donc je me suis construite là-dessus. Et ça a été très difficile de m'ouvrir aux autres. Ça a pris beaucoup de temps. Mmh. Heureusement, il y a un moment où effectivement ça a été possible de plus en plus, petit à petit, par les rencontres tout simplement. Est-ce que tu crois que tes racines japonaises ont amplifié ça? Tu sais que les femmes en particulier sont très réservées, en tout cas on les encourage à l'être. Oui, 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 ça c'est sûr.
Mais ça, je peux difficilement analyser en quoi ça a joué. Oui, sans doute, Tes par parents t'ont l'influence. pas Ben, guidé dans ce sens-là? Sois humble, reste humble. non, pas dans ce sens-là, mais dans le genre, on prend sur soi, ça oui. Ah oui. Oui, Oui, quand il y a des problèmes, on n'en parle pas, on les met sous le tapis? voilà, Ah OK, d'accord. c'est ça. OK. Donc c'est quelque chose effectivement qui est bien ancré, et je m'en défais petit à petit, fort heureusement. Ça, c'est bien. Super. Oui, Ouais, c'est bien, ouais. mais ça prend du temps. Je pense que le théâtre a dû t'aider à ça, à t'éveiller, à Bah, c'est-à-dire que c'est effectivement, comment dire? Une attirance, qui se justifie par d'une part le goût de la poésie, des textes, et puis c'est comme une thérapie, effectivement. C'est-à-dire que grâce au théâtre, on se confronte et peut-être on résout quelques petites choses de soi. Mais c'est donc un paradoxe dans lequel je suis, c'est-à-dire que à la fois je voudrais être discrète, ne pas trop apparaître, parce que on m'a pas invité à prendre ma place, en quelque sorte, dans la société. Donc, j'ai du mal à revendiquer une place, parce qu'on m'a assigné à une autre, qui est de tu fais pas de ton nez, t'es pas d'ici, ou enfin, je grossis le trait, hein, mais t'es différente, on veut pas de toi. Et puis, mon désir, justement, de trouver ma place, d'exister aux yeux des autres. Et c'est ça, en fait, c'est le paradoxe, c'est que je suis comédienne, je cherche la lumière, et en même temps, je la fuis. Donc c'est pour ça que ça a été très compliqué pour moi. Je continue à faire du théâtre, mais quoique là, ça fait 3 ans que je n'ai pas joué malheureusement. Parce que tout simplement, c'est difficile en ce moment de monter des productions. Donc il y a les compagnies avec lesquelles je travaillais n'ont pas réussi à monter les projets. Mais bon, donc voilà, enfin c'est compliqué. Et ce n'est pas par hasard qu'effectivement je fais du doublage. Parce que, quelque part, c'est l'endroit parfait pour moi. C'est-à-dire que j'apparais un peu, enfin, par la voix. Je suis un peu dans la lumière par la voix, mais je ne suis pas tout à fait là, puisque je me cache derrière quelqu'un d'autre. En l'occurrence, derrière les interprètes à qui je prête ma voix. Donc, il y avait quelque chose de très confortable, outre le fait que c'est ludique et tout ça, hein, mais dans le positionnement intérieur, en tout cas, c'était plus facilement gérable qu'une exposition plus grande. Comment le doublage s'est proposé à toi? À l'époque, alors j'ai commencé en 1986, donc ça fait un petit bail déjà. En fait, je jouais à ce moment-là au théâtre. À peu près, j'avais un projet, maximum 2 par an. Et financièrement, je m'en sortais pas. Même avec les acédiques, c'était pas assez. Enfin, faisant du théâtre tout le temps, je comprends pas pourquoi, dis donc. Donc, à un moment, on s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Est-ce que j'arrive pas à en vivre, vraiment? Donc, c'est compliqué. Je fais quoi? Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée à qu'est-ce qu'on peut faire quand on est comédienne. Donc l'enseignement, je le sentais pas trop à l'époque. Plus tard, j'ai enseigné, j'ai transmis, j'adore ça. Mais à l'époque, je savais pas. Qu'est-ce qu'il y a? La radio, je sais pas trop, qui voir, tout ça, machin. Et puis tout à coup, je suis tombée sur le doublage. Enfin, j'ai vu qu'il y avait cette possibilité, le doublage et puis le documentaire. Alors, j'ai téléphoné. J'ai téléphoné tout simplement. Au studio qui faisait ça? À des studios. Comment t'as trouvé leur numéro dans le Bellefeuille? Alors, je me souviens plus. Je sais plus. En tout cas, tu t'es renseigné. Je me suis renseignée. Et puis, à l'époque, j'ai contacté la Sophie, qui est une société qui n'existe plus. Ouais. Et
les filles, comme on les appelait, Ouais. qui travaillaient au secrétariat et qui, en fait, géraient énormément de choses, hein, Oui, oui, oui. y Elle compris faisait la des distribution. distributions, mais surtout sur les petits rôles. Hmm. Les grands rôles étaient distribués par les directeurs artistiques. Mhm. Donc, je les ai contactés. À l'époque, je ne savais pas quel était exactement leur rôle. Et je leur ai dit, bah voilà, j'ai jamais fait de doublage, mais ça m'intéresse. Est-ce que ce serait possible de voir comment ça se passe, tout ça? Et elles m'ont dit, bah écoute, tu vas voir un tel, à telle date, à telle heure, telle date, et puis tu y vas. Et donc, je me suis pointée. Et puis, bah, ça m'a plu, Mhm. tout simplement. Tu te rappelles ta première réaction? Ah non, c'est trop loin. C'est trop loin. J'ai assisté pendant presque 2 mois. Ok. Donc, je trouvais que c'était un monde très étrange, en fait. Ça veut dire quoi, étrange? Ben, à l'époque, et à la Sophie, parce que c'est pas partout Oui. pareil. En fait, il y a des ambiances très différentes selon les boîtes. Mais à la Sophie, comment dire, je voyais des comédiens admirables. Et il y avait un certain esprit, enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, les distributions, c'était un petit peu les DA qui sortent dans les couloirs et qui se dit tiens, prête-moi Oui, ton c'était petit un peu le gars, je te bazar, quoi. prête C'était un peu le bazar, c'était la un mienne. peu, comment dire, c'est pas bien parce que du coup, je vais être critique. J'ai pas envie d'être Sois critique, c'est critique. pas grave. Enfin, si t'as des trucs à dire, dis-les, n'aie pas peur. Ben, On nuancera. oui, On saura. Les auditeurs sauront nuancer. De Oh, toute façon. je ne sais pas, j'en sais rien, mais Oui. en tout cas, c'était un peu le bazar, il faut le dire. Mhm. Oui, je suis désolée, je le dis comme ça, mais il y avait, selon aussi les DA, c'est différent. Ouais. Mais ce qui caractérisait quand même l'ambiance, c'était, voilà, une sorte d'approximation un petit peu comme ça. Ouais. Ça me manquait, selon moi, qui suis plutôt, enfin, qui ai tendance à être très Rigoureuse. exigeante. Ouais. Ça manquait un peu d'exigence, quoi. On appelle ça le flou artistique, Yumi. Oui. Alors, ça a des bons côtés, hein, bien sûr, mais c'était pas l'idéal que j'avais. Mais bon, ce qui m'a poussé là, c'est d'abord la nécessité économique, clairement, parce que sans ça, je m'en sortais pas. Donc, j'ai décidé de m'engager dans ce chemin. Et puis, petit à petit, à force de me voir, ben, les gens se sont dit, bon, allez, t'as assisté suffisamment, maintenant tu vas passer au micro, allez, vas-y, il y a ça à faire. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et à l'époque, fort heureusement, il y avait plus de possibilités de travail. Ouais. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, on est plus nombreux. Est-ce que tu t'es amusé tout de suite ou c'était compliqué au début d'appréhender la technique? Non, c'était un jeu. C'est-à-dire que ça m'a amusé tout de suite. C'est-à-dire que le temps de mon apprentissage, c'est-à-dire l'observation, j'avais tout simplement envie de moi-même y aller. Ok. Et l'appréhension, la difficulté, elle est apparue bien plus tard. C'est quand on m'a commencé à me confier des rôles importants. Parce que pendant pratiquement 10 ans, j'ai travaillé de temps en temps, et pour des petites choses. Ça a été très long finalement comme parcours, et finalement c'est pas plus mal, parce que j'ai pu m'aguerrir. Mais oui, et la peur, comment dire, la difficulté, elle est venue plus tard à l'occasion donc de doublage de rôles plus importants. Ouais. Mmh. Ok, je vois. C'est venu assez tard. Et à quel moment qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire une part centrale de ton métier? C'est pas moi qui ai choisi, hein. C'est le métier C'est qui les t'a choisi. circonstances, Ouais. c'est-à-dire que c'est une part très importante, comment dire, en termes de revenus. Ouais. C'est-à-dire que c'est effectivement ça qui assure l'essentiel de mes revenus. Je continue le théâtre, mais c'est, comment dire, ça ne paye pas aussi bien, ça c'est clair. Mhm. Donc, j'ai pas choisi, pour le coup, c'est les autres. Ce sont les directeurs artistiques qui m'ont sollicité. Au début, c'était donc des petits rôles, essentiellement à la Sophie. Et puis ensuite, de fil en aiguille, les DA ou des comédiens DA travaillant dans d'autres boîtes
ça a pu s'ouvrir vers d'autres boîtes. Ouais. Voilà, et donc j'ai travaillé pour différentes boîtes que tu connais. Ouais. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que quand on t'entend, en tout cas pour moi, t'as pas la moindre couleur vocale, ce qu'on appelle. Or, je remarque que beaucoup de DA te distribuent sur des asiatiques et cerise sur le pompon, comme on dit pas, souvent sur des chinoises. Alors, pourquoi est-ce que les DA de doublage distribuent avec leurs yeux plutôt que leurs oreilles? Alors, Et c'est- ensuite, tu me diras comment tu le vis. oui, c'est une question complexe. C'est-à-dire que je pense que c'est le reflet, c'est de la discrimination positive, hein, on est d'accord, hein, c'est clair. C'est le reflet de ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que l'essentiel de la production cinématographique et audiovisuelle vient des États-Unis, en tout cas en France. Et donc, oui, c'est le reflet exact de ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire que aux États-Unis, il y a des quotas en faveur des différentes minorités visibles, on va dire. Et donc, comme les majors, les distributeurs, enfin tout ça, c'est les commanditaires sont américains et délèguent le doublage en France à des sociétés, mais supervisent tout ça. En quelque sorte, ils ont tendance à importer la philosophie américaine. Donc, finalement, ce n'est que le reflet de ce qui se passe aux États-Unis. On est vraiment colonisé, je t'assure, de plus en plus. Et donc, comment dire, c'est donc le reflet effectivement de ce qui se passe aux États-Unis avec la discrimination positive. Après, bon, c'est quand même très important ça, parce que c'est quelque chose que les gens comprennent pas ou perçoivent pas. C'est-à-dire, en France, on ne fait pas le choix de la discrimination positive. Globalement, les gens sont plutôt contre. Moi, j'arrive pas à me positionner encore sur cette question. Okay. Peut-être j'aurais tendance à dire que c'est pas mal parce que les choses vont vraiment, vraiment très lentement. Très, très lentement. Dans la perception, l'assignation raciale, elle existe et en France, elle est quand même très présente. Très, très présente. Par exemple, en Angleterre, c'est pas le cas. C'est très différent. Ils sont plus en avance par rapport à nous. Mais pourquoi tu fais essentiellement des comédiennes chinoises? Alors ça, j'en sais rien, mais c'est parce que déjà physiquement, je crois que je ressemble plus à une chinoise qu'à une japonaise. Ah, tu crois? Oui, okay. oui. Il y a des chinoises régulièrement qui m'accostent dans la rue en me disant des choses que je ne comprends pas. Et je suis touchée parce que je me dis ah oui. Enfin, j'appartiens à une communauté. On me reconnaît. Sauf que c'est à côté. Oui. Mais c'est drôle. Oui, pour le coup, c'est drôle. Bah oui. Oui, vraiment drôle. Et il y avait même une chinoise, je me souviens, dans l'avenue des Champs-Élysées qui m'a accostée. C'était drôle. Elle me demandait en fait d'acheter pour elle des sacs Vuitton parce que tu sais, c'est les sacs, on peut pas en acheter trop. Ouais. Donc elle était prête à me filer du fric pour acheter des. Et elle m'expliquait ça en mandarin. Ah ouais. Et j'ai arrêté tout de suite. J'ai dit, je suis désolée. T'as quand même compris tout ça, visiblement. Oui, enfin, mais non, elle me l'a expliqué après en anglais, pardon. Ouais. Oui, non, évidemment. Oui, pardon, oui, bien sûr. Oui. Non, j'ai pas appris depuis le mandarin. Tu t'es dit peut-être à force qu'on me prenne pour une chinoise, je vais vraiment me mettre au chinois, en Donc, tout cas au mandarin. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que tout simplement, dans la production américaine, il y avait cette communauté-là était plus représentée, les actrices chinoises qui sont nées aux États-Unis en plus. Hein. Donc, parce qu'on a passé la génération des primo-arrivants. On était déjà, quand moi je suis arrivée dans le doublage, on était déjà... Les enfants d'eux. Voilà. Donc oui, il y avait du coup plus peut-être
actrices d'origine chinoise que d'autres Ok, pays. tu le prends pas du tout comme oh là là, j'ai des traits asiatiques. Il y a une nana asiatique, qu'elle soit chinoise, cambodgienne ou machin, il me la refourgue, alors que ma culture à moi, c'est la culture japonaise. Jamais t'as eu cette réflexion. Franchement, je crois que je l'ai vécu comme une opportunité. Ah bon, bah, très Donc, bien. en l'occurrence, super, discrimination positive, ok, je prends. Ok, d'accord. Enfin, ça m'a pas choqué plus que ça. Oui, un petit peu peut-être, j'en sais rien. Tu te dis pas à chaque fois que tu arrives sur un plateau, ah, encore une chinoise? Non, ah non, bah non, puisque je ne fais que ça pratiquement. Bah ouais. Ouais. Mais, C'est peut-être 99%. mais encore une fois, hein, pour moi, c'est étonnant. Parce que, alors là, je vais faire dans la caricature et la globalité, mais tu n'as pas une voix de Mhm. chinoise, comme on dit. Oui, mais En tout cas, ce qu'on l'imagine. tu sais, il y a beaucoup de gens qui... Enfin, j'en ai pas énormément discuté avec les DA parce que je sais que c'est un sujet qui peut être, comment dire, source de mésentente, enfin, ou en tout cas d'incompréhension. Méprise. Non, Ok. d'incompréhension. Ok. Je trouve que c'est subtil, c'est très subtil. Donc, mais il y a même le peu de conversations que j'ai pu avoir, c'est mais oui, mais tu as une couleur dans ta voix, tu as une singularité. Ouais, je suis pas d'accord. Mais ok. Non, mais c'est fou, tu vois, de pouvoir dire ça parce que oui, Justement, je je suis viens de dire singulière. l'inverse. Bien sûr que je suis Oui, singulière. physiquement. Mais pas. Mais non, mais vocalement, je suis singulière, mais comme beaucoup d'autres sont Bah, singuliers. ouais. C'est-à-dire que j'ai énormément travaillé, comment dire, sur la musicalité du texte, sur voilà, les couleurs de la voix, les couleurs. Enfin, j'attache énormément d'importance à l'approche musicale du texte. Donc forcément, j'ai développé quelque chose par rapport à ça. Donc mon timbre est peut-être le mien, donc forcément singulier, mais en plus, j'y ai ajouté un travail qui est aussi singulier. Donc, mais ça, on peut dire ça de toutes les voix, qu'elles sont Exactement. singulières. Exactement, en fait. Pardon. Ouais. Donc, Non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que perso, je comprends pas. Mais bon, mais écoute, si tu le prends pas mal ou si ça te, tu vois, c'est pas préjudiciable, tant mieux. Enfin, vraiment, c'est chouette. ben oui, enfin, je n'arrive pas encore à identifier toutes les raisons. En fait, je m'étais dit, ah, la pauvre Yumi, à chaque fois que c'est une chinoise, tout le monde la prend pour une chinoise alors que ça a rien à Oui, voir. c'est difficile, je trouve, c'est complexe. En tout cas, c'est pas ton cas, c'est pas ce que tu viens de dire, mais dans certains cas, je vois comme une forme de compassion ou de comment dire, c'est injuste ou bien ça doit être dur. Et cette réaction-là précisément, je la ressens comme humiliante. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire, mais je fais l'objet, effectivement, je ne sais pas comment l'exprimer mieux. Oui, c'est comme une humiliation, c'est-à-dire que ça fait écho à cette souffrance que j'ai pu ressentir quand on me rejetait du fait de mon apparence et de mon origine. Et donc, ça me renvoie encore une fois à cette position. Ça me stigmatise d'une façon différente. Ah oui, t'es assigné là, tu ne doubles que des Asiatiques. Tu vois, et du coup, ça pointe le doigt là où ça fait mal, en fait. Mais en fait, c'était pas mon objectif. Non, Hein, j'ai bien compris. Voilà. Mais c'était le sens de ma question en me disant, tu sais faire et tu pourrais faire bien plus d'autres choses en fait, quoi. Alors pourquoi on te cantonne à ça? Mais ça ne m'appartient pas. C'est pas. La seule réponse que j'ai, c'est que, par exemple, il y a une sorte d'évidence à doubler au physique. Il y a beaucoup de DA qui doublent au physique. Et je jette pas la pierre. C'est-à-dire que dans certains cas, il faut aller vite. Il faut aller à des évidences. Il se trouve que c'est pas seulement physique, mais aussi une voix. La voix correspond souvent
au physique, enfin pas toujours, mais parfois, on va dire. Et donc, c'est une commodité, effectivement, que d'envisager une comédienne qui ressemble à la comédienne originale, à l'image. Donc, c'est un peu normal, entre guillemets, qu'on pense à moi quand il s'agit de doubler une actrice asiatique. Moi, je suis hyper contente de doubler, par exemple, Sandra Oh ou Maggie Q. J'en suis très fière. C'est-à-dire que ce sont des actrices extraordinaires. J'ai la chance de pouvoir effectivement prêter ma voix et faire du mieux que j'ai pu, du mieux que je peux pour comment dire, transposer leur interprétation dans la langue française. Ouais. Donc oui, j'estime que c'est une chance formidable. Et je pense sincèrement que c'en est une. Oui, mais voilà, donc et en plus de ça, je sais pas comment expliquer ça, mais même si elles sont pas japonaises, hein, elles sont américaines, d'origine coréenne pour Sandra Oh, vietnamienne en partie pour Maggie Q. Je me sens une forme de familiarité, en tout cas de proximité envers ces comédiennes, parce qu'elles sont quelque part un peu comme moi. Moi en France, elles aux États-Unis. Je partage quelque part un petit peu, je ne sais pas, de leur histoire et en tout cas de leur rapport, voilà, à leur apparence. Donc, je me sens vraiment justifiée de doubler des comédiennes d'origine asiatique. Eh ben, parlons-en alors de ces comédiennes d'origine asiatique. Tu as cité Maggie Q, Sandra Oh et parfois même Michelle Yeoh. Que peux-tu me dire sur elle? C'est... Par où Alors... commencer? Par où commencer? Oui. Elles sont très différentes, évidemment. Hein. Sandra Oh est quand même la plus singulière, à mon sens. Dans quel sens? Elle est... Je sais pas d'autre mot, singulière, quoi. Elle n'a pas un physique... Enfin, elle n'est pas plastiquement belle, comme Maggie Q autres, ouais. ou Michelle Yeoh, qui sont sublimes, enfin, qui sont belles, vraiment. Oui, oui. Mais elle a une beauté très, très à elle, elle a une personnalité, elle a quelque chose qui fait que, voilà, elle est captivante, ouais. Elle est vraiment inouïe. Et ce qui la singularise beaucoup, je trouve, c'est comment dire, une certaine puissance intérieure. Elle a une présence inouïe. C'est-à-dire une qualité d'être, une intensité d'être qui fait que, bah voilà, tu la regardes, tu es captivé, quoi. Et associé à ça, c'est ça qui la rend particulière, il y a une sorte de fantaisie, je ne sais pas comment le qualifier autrement, une fantaisie, c'est pas une folie, hein, mais une sorte de fantaisie, quelque chose de très décalé, qui fait que, voilà, c'est toujours surprenant ce qu'elle fait. Vraiment surprenant. Donc, inattendu, enfin, je veux dire, il y a quelque chose de vraiment singulier dans ce qu'elle fait. T'aimes te faire surprendre? Je ne sais pas. Oui, forcément, enfin, ça dépend comment. Non, mais quand elle te propose quelque chose tu veux dire de Sandra Oh. Bah, je parlais de façon plus générale. Oui, parce que par rapport aux autres comédiennes ou qui peut-être vont proposer quelque chose de moins singulier, pour reprendre ton terme, est-ce que il y a une... Tu dis, ah, c'est chouette, je vais pouvoir essayer quelque chose, proposer, enfin en tout cas essayer de la suivre, alors que de moi-même, j'aurais jamais eu l'idée d'essayer quelque chose comme ça, de tenter quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a... Ou au contraire, est-ce que, oh là là, qu'est-ce qu'elle vient de me faire? Comment je vais gérer ça? Non, c'est vrai que quand je suis confrontée comme ça avec elle, à cette versatilité, en fait, elle est très versatile. Ben, au contraire, c'est un enjeu plutôt, enfin, stimulant de voir, mais par où elle est passée pour faire ça, quoi. Et je le perçois. Je perçois comment elle a fait, enfin, pas comment elle a fait, mais de quoi c'est fait.
Et j'essaye de retranscrire comme je peux. C'est pas forcément toujours aussi bien réussi, mais j'essaye de m'en approcher. C'est ta préférée des 3? Oh, je voudrais pas dire ça comme ça, mais oui, quelque part, oui, je la trouve assez admirable. Parce qu'elle te bouscule comme ça de temps en temps? Oui, oui, c'est ça. C'est par cet aspect inattendu, cette fantaisie. Elle est vraiment, vraiment singulière. Ah ouais. Alors les autres le sont aussi, hein, c'est pas ça, mais Peut-être comme pas. comédienne, c'est vraiment ouais, une qualité très particulière qu'elle a. Sandra Oh, on parlait d'elle, hein, Oui. pour repréciser. Quelles sont les œuvres avec elle qui t'ont le plus marqué? Donc avec elle au pluriel, Maggie Q, Sandra Oh et Michelle Yeoh. Alors avec Sandra Oh, j'ai adoré, mais véritablement adoré, travailler sur le doublage de Killing Eve. Bien sûr, j'aurais cité la même. Oui, qui est vraiment une série assez étonnante. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas. Bien sûr, ça peut être dérangeant. Oui, ah oui, ça peut être oui, franchement dérangeant. Donc, mais justement, elle était pile à sa place. C'est-à-dire décalée, enfin bon, avec une sorte de folie dans son personnage. Enfin, quand même, oui, c'est un peu folle quand même. Ouais. Donc oui, c'était un régal. Vraiment un régal. Et j'ai eu la chance d'être dirigée par Marie-Christine Chevalier. D'accord. Et d'avoir derrière la console son Romaric Normand. Okay. Donc bon, c'était bien. C'est un tandem franchement c'était du velours. Assez exceptionnel. Oui, donc oui, c'est ça aussi, ça compte parce que ça permet d'aller plus loin dans le travail. Quand on est entouré, quand on est dirigé, quand on est soutenu par des gens comme ça, bon voilà, on peut pas faire. On peut que décrocher des sommets. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est chouette. C'est chouette parce qu'on fait vraiment notre travail, c'est-à-dire on joue et on essaye de transmettre quelque chose par rapport à ce qui a été fait, donc d'être au plus près de l'original. Et pour Maggie Q? Alors Maggie Q, j'ai beaucoup aimé Nikita, la série Nikita. T'as les mêmes exemples que moi. Oui. Okay. Où elle jouait donc dans une série qui est l'adaptation du film de Besson. Et ouais, j'ai beaucoup aimé la suivre dans cette série. Elle est aussi, elle a sa singulière. Je la trouve, bon, bien sûr, plastiquement très belle, incroyablement belle, vraiment. Là, dernièrement, je l'ai doublée aussi dans la série Ballard, mais enfin, elle est toujours aussi belle, quoi. Et il y a quelque chose qui me touche dans son personnage. Voir même une dimension un peu tragique où je trouve que, comment dire, c'est pas facile. Elle a pas eu tant d'occasions que ça de s'exprimer. Et c'est très difficile, je pense, pour une comédienne de rencontrer le rôle ou les rôles qui font qu'on se dit, waouh, c'est ça. Il a été fait pour elle, quoi. Ouais, par exemple, Killing Eve, Sandra Oh, c'était une évidence. Il y a eu d'autres rôles, mais Killing Eve, à mon avis, c'était le plus fort, l'adéquation la plus forte. Et Maggie Q, bon, à part Nikita, où je trouve qu'elle était vraiment bien à sa place, c'est pas évident, je trouve. Et ce que je trouve de tragique, si je puis dire, c'est que quand on est comédien ou comédienne, il faut rencontrer le rôle, les rôles. Il y a des fois où c'est évident, comment dire, je pense que pour certaines personnes, c'est plus évident parce qu'elles ont des nuances, comment dire, assez vastes
et un physique qui colle bien, enfin, je sais pas comment dire, il y a une évidence plus facile, voilà, qui font qu'on les emploie plus facilement. Pour Maggie Q, c'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire que elle est tout simplement merveilleuse et belle, et elle dégage quelque chose de, voilà, on a envie de l'aimer tout simplement. Mais voilà, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui lui soit proposé, qui soit... Pour toi, elle n'a pas encore eu le rôle de sa vie, quoi. Non, j'en sais rien. J'en sais rien, mais j'aimerais la voir dans d'autres choses. Okay, voilà. Ouais. Bah, c'est déjà pas mal, j'aimerais la voir, tout simplement. Exactement. Donc, j'espère que d'autres personnes ont envie de la voir dans d'autres rôles. Je pense que t'es pas la seule, oui, bien sûr. Et pour Michelle Yeoh, alors, qu'est-ce que tu proposes? Alors, cette dimension tragique, pour moi, n'existe moins avec Michelle Yeoh, parce qu'elle a pu explorer beaucoup de choses. C'est-à-dire que grosso modo, elle a été pendant très longtemps dans l'univers des arts martiaux. Absolument. Donc, de façon un peu restreinte, quoi. Donc, et puis petit à petit, elle aussi une plastique extraordinaire. Hein, elle est fabuleuse. Et là, dernièrement, dernièrement, je sais plus quand, c'était il y a 2 ans, je sais plus, Everything Everywhere. T'as vraiment All les at mêmes once. exemples que moi. Bon, bah voilà, c'est parfait. Ouais. Elle a quand même fait quelque chose de tout à fait différent. Donc, enfin, j'ai envie de dire, oui, je vraiment. pense que ça doit être libérateur pour elle. Ah bah oui. Et elle a été récompensée en plus pour ça par un Oscar. C'était la première comédienne d'origine asiatique à recevoir un Oscar. Okay. Quand même. Donc, c'était fort pour elle, je pense, et pour toute la communauté. Donc, oui, c'était un signe fort. Donc, oui, c'est un peu différent pour elle. Je pense qu'elle a... Elle a éclos tardivement, en tout cas. Oui, elle... sur d'autres rôles, parce qu'elle oui. était exceptionnelle en tant que... comment on appelle ça, artiste martiale. Oui, oui. Elle était vraiment l'une des meilleures au monde, hein, tout simplement. Ouais. Mais ça la cantonnait au film d'action. Oui. Donc au rôle où il faut crier, courir et faire beaucoup de respi. Oui, enfin pas forcément, parce qu'elle a fait aussi La Grande Sage, etc. Enfin, ce genre de choses. Donc, non, elle était plutôt pas trop dans l'action à se battre tout le temps, quoi. Ce qui est plus le cas pour Maggie Q. Parfois, elle a fait des choses où justement, elle n'a pas échappé au côté arts martiaux. Ouais. Mais bon, elle le fait pas trop maintenant. Mais voilà. Ouais, bah écoute, c'est trois beaux exemples là, que tu as cités. Donc, je répète, Maggie Q, donc Nikita, Sandra Oh, Killing Eve, et Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once. Je pense t'avoir découverte, moi, sur Ming-Na dans la série Urgence. Ah oui. T'as des souvenirs de cette aventure? Pas du tout. Ok. Non, bon. J'efface peu à peu. Ah oui, ouais, c'est horrible. Non, je sais pas, c'est comme ça, je me souviens jamais de choses au-delà de 10 ans, je sais pas. T'as un buffer de 10 ans, après ça efface. Oh, c'est terrible. Pour libérer l'espace sur le disque dur. Oui, il y a des gens que je connais, que j'ai fréquentés à certaines époques, et puis je sais même pas, je les recroise, je sais même pas qui c'est. Ah ouais. C'est horrible. Ouais, écoute, si c'est naturel, c'est pas non plus. Puis bon, je pense qu'on commence à te connaître, on sait bien que ça vient pas d'un mauvais endroit. Ming-Na, tu l'as fait sur une 12aine de séries d'ailleurs. Ah bon? Tant que ça? Apparemment, c'est ce que disent les internets. Bah dis donc. C'est une comédienne avec laquelle tu te sens à l'aise? Ou elle t'a pas marqué autant que les autres? C'est différent. Elle est très proche vocalement de mon registre. Donc c'est plutôt, c'est une facilité. Parce que par exemple, pour d'autres comédiennes, comme Sandra Oh, j'ai certes une voix grave, mais j'ai pas tout à fait son registre. Donc je compose. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas une composition, c'est pas ça. Mais il y a un travail d'approche différent. Ming-Na, je suis de plein pied vocalement avec elle.
mais j'ai du mal à capter son intériorité. Alors que avec Sandra Oh, tout de suite, je sais pas comment dire, mais j'arrive à sentir de quoi, son énergie, son intériorité, je l'aperçois. Je dis pas que je la comprends, mais je perçois. Donc je suis capable pas de reproduire, mais d'entrer là-dedans. Avec Ming-Na, j'ai un petit peu de mal. Donc je le fais, comment dire, comme une composition. J'aime bien ce qu'elle fait. C'est pas du tout que je juge ou quoi que ce soit. Mais j'ai du mal à rentrer dans. Alors je fais au mieux. Voilà. Avec elle, pardon, mais je fais au mieux. Il y a un plus grand travail avec le DA que sur les autres, peut-être. Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas non plus. Je sais pas, j'en sais rien. Alors là, franchement, je sais pas. J'ai du mal à analyser, mais j'ai constaté effectivement. Mais ça fait un moment que je l'ai plus doublé. Ah ok. C'est ça. Et t'en as voulu que t'arrivais pas à capter son énergie. Elle a dit je veux plus Yumi. Je suis désolée oui, c'est pas terrible de dire ça. Non, bah écoute, non, c'est la vérité. Il n'y a pas une histoire de terrible ou pas terrible. On est là pour dire les choses. Et c'est pas une compétition, t'inquiète pas. Et puis, il y a des choses qu'on ressent, d'autres qu'on ressent. Moi, justement, c'est bien que tu parles d'énergie. D'ailleurs, je me rappelle avoir vu au cinéma un film d'animation qui s'appelait Final Fantasy de Spirit Within. Ah oui, ça c'était vraiment sympa. Ah, alors ça, tu t'en rappelles. Pourtant, c'était Oui. en même temps que Oui. Urgence. Hein. Oui, c'est vrai. Ah oui. Ouais. Ça, c'était vraiment sympa. Le film de mémoire, hein, ça doit être de 2004, quelque chose comme ça. Ouais, ça c'était vraiment sympa. Peut-être avant. Bon. Ouais, c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de films en images de synthèse. Oui. Et donc c'était de ce point de vue-là curieux, une expérience intéressante. Et oui, Ming-Na faisait le personnage principal. Ouais, elle était la voix de Akeros, le personnage principal. Ah bah tu vois, tu te rappelles même Oui, du nom ça du pour le coup, je m'en rappelle. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est des images singulières qui te... Je sais pas. Ouais. Moi, j'ai bien aimé ce truc qui était imparfait, qui n'était pas complètement réussi, c'est ça. Mais intéressant. Ouais, c'était un peu éthéré, on ne sait pas trop où il voulait en venir, c'est ça. Donc il n'y avait pas trop de vraie direction. Mais moi qui étais joueur, vraiment un gros gamer à l'époque et qui connaissait pas mal l'univers de Final Fantasy dont c'était tiré, j'ai de voir un jeu vidéo grandeur nature et sur cinéma comme ça, un vrai long métrage bien travaillé, c'était quand même, l'image était exceptionnelle, c'était beau à mourir et il y avait une poésie. Oui, vraiment. Oui, c'est vrai, c'est juste ce que tu dis. Oui, il y avait une poésie, toi effectivement. Qui es proche de la poésie. Oui, la dimension poétique est importante dans toutes les œuvres. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, la fidélité à l'original ou l'émotion transmise? La fidélité. Ah ouais. On n'a pas le droit de trahir. Moi, en tout cas, ma formation fait que, effectivement, je suis dans le respect du texte. Donc, forcément, dans le respect de l'original. Mais je prétends pas, pour ma part, faire une recréation de quelque chose. J'entre dans les pas de quelqu'un d'autre. De la même façon que quand j'interprète un texte, quel qu'il soit, poétique ou théâtral, je me mets au service du texte, de l'auteur, de la mise en scène, du projet en général. C'est quoi? C'est de l'humilité? C'est du respect? Non, c'est ma formation. Je pense que c'est dû à l'influence de mes parents, qui étaient plutôt donc des littéraires, et puis ma formation, tout simplement. J'ai eu comme prof des acteurs extraordinaires, comme Michel Bouquet, Michel Bernardi, c'était au conservatoire, et donc il était prof de langage, et ça m'a énormément marqué. Ça a été fondateur pour moi, pour tout. Donc, et Michel Bouquet, évidemment, il se positionnait vraiment comme interprète au service du texte et de l'auteur. C'était
pour nous un exemple vivant de cet idéal-là, de ce positionnement-là. Et donc, oui, je me suis inscrite dans ses pas. Mais dans tout travail, il y a quand même qu'on le veuille ou non, il y a une subjectivité qui s'installe. Oui, bien sûr. Ce Mais n'est pas contradictoire. Tu la combats quand même ou, Je ne combats rien, Ok. je me mets au service d'eux. Donc, je me mets au service pleinement, avec moi, avec mon histoire, ma culture, ma sensibilité, mais au service d'eux. Ce n'est pas moi que je mets en avant, c'est l'œuvre. Enfin, après, il y a forcément une partie de moi qui sort, qui est on incarne, c'est-à-dire qu'on propose une œuvre théâtrale, elle n'existe que sur le papier de façon pérenne. Elle ne peut exister que si elle est jouée véritablement dans toutes ses dimensions, parce que sinon ce ne sont que des mots qui sont inscrits, qui ne sont pas vivants. Donc pour qu'ils soient vivants, il faut bien qu'ils soient incarnés. Donc forcément, on incarne avec ce qu'on est, mais on incarne quand même l'œuvre. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais... Oui, je pense à l'aise. C'est peut-être plus confus dans ma tête à moi que dans ton explication à toi. C'est-à-dire que pour moi, on est obligé de s'approprier quelque part l'œuvre sur laquelle on travaille. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Et c'est là que je parle de subjectivité, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, oui, on est au service d'eux, mais on peut pas ne pas mettre sa propre... Non, j'ai pas dit qu'il fallait s'effacer. Ok. Non, non. C'est être au service d'eux, c'est comment dire, se donner complètement à un projet, à une interprétation, et c'est de proposer une incarnation. Donc, comme tu dis, l'appropriation est nécessaire. Ok. Bien sûr. Sinon, il n'y a pas de chair, l'œuvre n'existe pas. Ta voix te semble-t-elle être un instrument que tu découvres encore ? Pendant longtemps, j'ai effectivement, considéré ma voix comme un instrument. C'est plus que le corps, en fait. J'ai moins la culture du corps. C'est un peu regrettable, mais on peut peut-être pas tout faire. Et oui, le texte, c'était ce qui m'importait le plus, donc forcément la voix. C'était le vecteur du texte. Et du coup, j'ai énormément développé le travail sur le rythme, sur toutes les dimensions musicales donc du texte. Donc, quelle était ta question, excuse-moi? Est-ce que c'est un instrument que tu découvres encore ? Je l'ai beaucoup exercé et maintenant, je ne le découvre pas. Enfin, la voix change en fait. Et je perçois maintenant c'est pas très agréable, le vieillissement. C'est-à-dire qu'il y a une perspective... Dans la voix, au travers de la voix ? Oui. Pourtant, c'est ce qui vieillit le moins rapidement. Mais maintenant, j'en perçois quelques signes. D'accord. Et c'est pas très sympathique. Okay. Ça me plaît pas beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ça, on peut pas lutter contre non, on peut pas le temps, lutter. ma bonne dame. Non, on peut pas lutter. Donc, est-ce que tu veux, je ne peux rien faire d'autre que de l'accepter. Elle a changé tant que ça ? Oui, quand même, oui, un petit peu. Je suis tombée par hasard sur une vieille cassette. Je faisais du tri dans ma cave. Une cassette VHS ? Non, audio ? une cassette audio, wow. Tu sais, les cassettes, quoi. Bien. Et c'était une interview à Radio France parce que je jouais à l'époque je sais même plus dans quoi, une pièce. Alors on donne des interviews à Radio France. Oui, sur une pièce. Ouais. Et donc, ça a été
un choquant parce que Ouais. ben, enfin, c'est pas que j'ai pas reconnu, mais je me Tu suis dis dit, j'ai putain, 12 ans. je suis complètement différente maintenant. Donc, aussi bien au niveau vocal qu'au niveau, comment dire, de la posture intérieure. Donc, oui, j'ai mûri, on va dire, pour pas employer un terme péjoratif. Et donc, forcément, ma voix a changé. C'est une histoire de rythme et de grave. Alors oui, c'est vrai qu'avec l'âge, forcément, la voix s'aggrave, tout simplement. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'intériorité qui va avec. C'est quoi l'intériorité de la voix? Oh mon Dieu. Euh... Pardon. Ben parce que la voix, c'est l'émanation d'un être. Ok. C'est la voix, c'est le vecteur de tout son être. Ouais. C'est coloré par tout son être. On peut pas faire une dichotomie comme ça entre j'ai ma voix d'un côté, mon corps de l'autre, mes idées, mes pensées, mon vécu, tout ça fusionne. Et donc, oui, la voix, c'est forcément une des manifestations d'un être, si je peux pas l'exprimer autrement. C'est la manifestation ou l'émanation, je sais pas comment dire. Mais on n'est pas toujours d'accord avec sa voix. On n'est pas toujours en phase avec sa voix. On a la voix qu'on a. On la choisit pas, la voix. Oui, Et parfois, on n'a pas le physique de la voix. oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ah il y a oui, une dichotomie malgré tout ah oui. qui peut s'installer, qui peut être là. Oui. Alors, je sais pas, pour ce qui, en tout cas, ce qui me concerne, euh, j'ai toujours aimé ma voix. Ouais. Ben, c'est bien, chouette. Oui, tant mieux. T'es l'une des rares, parce que en général, les gens, ils font ah, je veux pas ma voix, machin. Je fais, bah, c'est quand même ton gagne-pain. Oui. T'as une belle voix comme tout, et tu. Bah ouais, bon, après, c'est. Ben, la voix, pour le coup, justement, c'est pas coloré. Quand on entend ma voix, comme tu le dis, on peut pas identifier que j'ai le faciès que j'ai. Exactement. C'est pour Donc, ça que je me disais que je trouvais ça étonnant que. du coup, oui. Bon, quand j'ai commencé au théâtre et que je faisais du théâtre, beaucoup de gens me disaient, me félicitaient en disant, oh, qu'est-ce que vous avez une belle voix, etc. Donc j'ai enregistré le fait que ma voix était agréable à entendre et ça m'a fait plaisir, tout simplement. Du coup, j'aime bien ma voix. Oui. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire que quand on dit la voix, on pense timbre. Mmh. Mais il n'y a pas que le Mais timbre il n'y a dans pas que une le voix. timbre. Il y a aussi le rythme. Et je pense que ton rythme, il joue beaucoup Certainement, à ouais. ta qualité de voix. Et ce que les Certainement. gens apprécient beaucoup. Certainement. Mm. Oui, il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a une partie innée, comme tu dis, une chose à laquelle on ne peut rien, qui est quelque chose qui existe, comme ça, les cordes vocales, machin, tout ça. Il y a une part de travail, puisque moi j'ai énormément travaillé euh, sur le texte et donc sur la voix, forcément, les rythmes, l'amplitude, les différents registres. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de traiter un texte de façon musicale. Euh, oui, donc c'est tout un ensemble qui fait qu'une voix est singulière. C'est pas juste une ou l'autre caractéristique. Donc la voix est quand même un bon résumé de l'être, je trouve. C'est comme une sorte de photographie de l'être si on écoute une voix. Après, ça peut être trompeur. Comme je te dis, on n'a pas forcément la voix de son physique. On n'a pas. Alors, c'est intéressant parce que en doublage, des gens de mon espèce vont chercher des voix pour illustrer des personnalités.
C'est-à-dire que euh, je ne sais pas, un petit loupard nerveux, je vais pas aller chercher la voix de Jean-Pierre Mariel, grave et posée, Mhm. tu vois? Oui, il y a une énergie. Voilà, notamment. Oui. Ouais. Oui, mais curieusement, l'énergie, il y a des énergies qu'on arrive à capter Mhm. qui sont pas forcément, comment dire, proches de soi. Moi, je suis pas proche du tout de Sandra Oh, du tout. C'est pas moi dans la vie. Tu vois comment je suis et tu vois comment elle est. Mais curieusement, j'ai je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je capte quelque chose que j'essaye ensuite de transcrire. Euh, donc, c'est pas toujours évident. Comment dire, il faut bien connaître le comédien ou la comédienne pour savoir que, tiens, là, peut-être, apparemment, elle n'est pas du tout dans ce registre, mais il y a quelque chose qui me dit que Mm. ce serait possible. Parce que tu as perçu quelque chose dans le tempérament, dans l'énergie de la personne, que ce serait possible. Mais pour ça, il faut bien connaître. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de de la simple évidence ou de prime abord, quoi. Qu'est-ce qui te touche dans une œuvre artistique? Euh, D'abord la beauté, tout simplement. T'en C'est-à-dire, redis pas ses origines japonaises pour rien. sans doute, oui, je sais pas. Oui, c'est vrai, les Japonais ont un goût, un sens esthétique très poussé. C'est vrai. Mais la beauté, c'est pas juste la beauté comme ça. Enfin, c'est plus. Donc oui, c'est ça qui me touche quand il y a une adéquation entre le fond et la forme. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de puissant qui est dit, mais de façon extraordinaire, bah c'est ça qui me touche, en fait. Donc c'est pour ça que j'étais autant sensible à la poésie, à la peinture, enfin bon voilà, je sais pas comment dire, c'est Quand le fond répond à la forme. quand il y a une adéquation, un truc mystérieux qui fait que voilà, ça se rencontre. Il y a quelque chose un message qui est fort, qui est puissant, avec une forme extraordinaire. Donc là, ça me touche. Mais, enfin, plus particulièrement, on va dire. Tu vois. Et le fond seul, parfois, suffit. Hein. Mais c'est mieux avec la forme. Oui, on est d'accord. Bon, bah voilà. Au risque de me répéter, t'es un exemple de zénitude et de bienveillance dont on devrait tous, et moi le premier, prendre exemple. Beaucoup de gens, et des femmes en particulier, sont remontées aujourd'hui, et elles le font savoir. Alors j'en parlais récemment avec un abonné, j'ai une question. À quand l'activisme joyeux qui propage des bonnes ondes et rend heureux, au lieu de rebuter les gens parce qu'on est dans la rage et le conflit? Hum, T'as un avis sur la question? On a l'impression qu'on pourrait te faire délivrer n'importe quel message et les gens t'écouteraient. je suis pas sûre. Non, vraiment pas. Euh, Après, c'est peut-être perso, hein. Moi, quand on me crie dans les oreilles, j'ai tendance oui, à oui, me les oui, boucher, en oui. fait. Bah Mais oui, non, mais tout le monde, bien sûr. Tout le monde, oui. Ben, j'en sais rien, j'ai pas vraiment de... Ce que je perçois, c'est que tout simplement autour de nous, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de, beaucoup de frustration. Parce que la rage et la colère, ça vient de ça, c'est de la frustration. J'en ressens, moi, de la colère et de la frustration. J'en ai beaucoup ressenti. Et j'ai
une grande colère au fond de moi, mais c'est pas, effectivement, c'est pas en la partageant que ça va résoudre la question. Et que les gens vont te remercier. Ben, parfois c'est peut-être nécessaire. Tout simplement, ça dépend des combats, ça dépend des luttes, ça dépend de ce qu'il y a à demander et revendiquer. Il faut savoir s'il faut taper sur quelque chose et si vraiment ça, c'est constructif. Du coup, on fait comment? On tape d'abord et on voit si On ça va marche. après. J'en sais rien, Ok. mais on a des motifs en ce moment dans le Bah, doublage de taper. c'est un peu le problème, c'est qu'on a de plus en plus de motifs Oui, malheureusement. et on a tous nos problèmes. Donc, est-il bien utile d'enfoncer les... Je sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Moi non plus, J'ai mais l'impression qu'on a tous un combat à livrer. Mhm. Euh, Ben, il faut lutter toujours. Il faut toujours résister, lutter, défendre des idéaux, des idées. Enfin, bon, voilà, ça c'est la mission de chacun à son petit niveau. Ça, c'est le fond. Mais tu parlais aussi de... C'est mieux quand il y a la forme. Mhm. C'est pour ça que je parlais Mhm. du message, de la façon de le délivrer. Ben, j'en sais rien. Chacun fait ce qu'il peut. Hein. Ouais. Ben, oui, c'est. Moi, j'aurais tendance à privilégier, enfin, comment dire, à promouvoir le dialogue, l'échange, mais c'est pas toujours possible. Et donc, oui, on verra. On verra. On va se faire une petite conclusion. Je me rappelle que dans le bêtisier interne de Dragon Age, tu disais « comme Lao Tse a dit », parce que la réplique devait être un peu profonde. Alors pour la peine, voici une vraie phrase de Lao Tse, et à mon avis, il parlait de doublage, le gars. « Le grand son est à peine audible ». Ça te parle comme phrase? Pourquoi pas? Je pense que ça évoque le fait que ce qui touche le plus profondément, euh, c'est parfois ce qui se fait oublier, comme un doublage réussi. D'accord. J'accepte ta conclusion. Ok. Attends, j'en ai une autre sur laquelle j'aimerais avoir ton avis. Sur donc, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Eh ben, c'est raté, là, pour aujourd'hui. Ouais, mais bon, c'est quand même idéal pour évoquer le travail de l'ombre et... non? L'effacement? Tu parlais d'effacement au service du personnage qu'on interprète. Qu'est-ce que t'en penses? Ben là, en l'occurrence, quand on est derrière le micro à enregistrer, on ne s'efface pas, quand même. On est bien là, avec les grandes oreilles, enfin les oreilles grandes ouvertes, les yeux bien braqués sur l'image, on disparaît pas du tout. Hein. Tu parles de doublage toujours? Oui, c'était dans le cadre du doublage, non, que tu me posais cette question. C'était de manière générale, mais je trouvais que ça s'accordait bien avec le doublage. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah oui, on n'en disparaît pas du tout. Il faut être hyper présent dans l'instant, dans l'immédiateté de ce qu'on peut percevoir. Tu parles de Sinon, réactivité ou tu parles d'être là par rapport au personnage? donc dans une situation où on double Ouais. une comédienne, Ouais. oui, il faut être hyper présente, hyper disponible. Oui, ça oui. Donc hyper présente. Mais il faut savoir effacer ta personnalité à toi. Ah, c'est face. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. C'est pas une question d'être effacé. C'est comment dire, on s'ouvre complètement à ce qu'on peut percevoir. Ça ne veut pas dire qu'on disparaît. On s'ouvre tout simplement à ce qu'on peut percevoir par c'est pas seulement le son ni l'image, mais c'est aussi toute
d'autres choses qui sont relativement indicibles, enfin l'énergie. Et donc on s'ouvre à ça, qu'on absorbe, je sais Et qu'on pas, réinterprète et qu'on restitue Ouais. à travers ce filtre qu'est soi. Notre personnalité. Oui. Ok. Ouais, c'est pas mal. Je ne sais pas, mais... Si, c'est bien ça. C'est pas mal pour conclure. C'est construit, j'ai trouvé ça bien. Bon, bah, merci Yumi, ou arigato comme on dit en chinois alors. Non, quelle horreur. Allez, salut l'artiste. Merci Mathieu.